Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Réflexe Actu, nouveau sujet, nouvelle coupe de cheveux. Vous aussi, j'espère que vous avez pu profiter de la réouverture des coiffeurs. Mais on n'est pas là pour parler coiffure, on a un gros sujet qui nous attend avec plein d'informations. Alors installez-vous bien, c'est parti. Alors, le marché du pétrole, chose très importante pour de nombreux pays, stratégiquement parlant, géopolitiquement parlant, c'est un élément essentiel de notre économie. D'ailleurs, en regardant une émission pour préparer cette vidéo, j'ai retenu une citation de Philippe de Sertine, qui est un professeur et le directeur de l'Institut de haute finance, qui résume le pétrole de cette manière. Le pétrole est au cœur de l'économie et de la géopolitique mondiale, c'est le sang de notre économie. Et on ne peut pas lui donner tort, puisque quand on regarde l'économie sur les 20 dernières années, avant l'apparition de Facebook, Google, Amazon, les entreprises qui étaient leaders sur les différentes bourses mondiales, c'était des entreprises qui s'occupaient de l'exploitation, de l'extraction et de la vente du pétrole, type ExxonMobil, type BP, British Petroleum, type Shell, même Total encore maintenant. Total, c'est actuellement la 4e valorisation du CAC 40. Alors pour rentrer dans le sujet, une première partie d'introduction et de définition avec les différents termes que vous allez pouvoir rencontrer si vous vous intéressez à ce sujet. Les deux premiers termes que nous allons définir, c'est le Brent et le WTI. Tous deux désignent un baril de pétrole, et un baril de pétrole c'est 159 litres comme on l'a vu dans la première vidéo. Et c'est leur seul point commun. Première différence, leur lieu d'extraction. Le Brent est extrait en mer du Nord, à côté de l'Angleterre, alors que le WTI est extrait au Texas, aux États-Unis. La deuxième différence, c'est la qualité. Le WTI est de meilleure qualité car il a une teneur en soufre moins élevée. De ça découle une troisième différence qui est l'utilisation qu'on en fait. Le WTI va majoritairement être transformé en essence à l'est des États-Unis, alors que le Brent servira pour faire du kérosène ou du diesel. Il est aussi transformé en essence en partie. Le prix n'est pas une réelle différence puisque les cours sont souvent assez proches. On notera tout de même que le WTI est toujours quelques centimes moins cher. Dernière différence qui la concernera plus l'aspect finance, le WTI est échangé sur le NYMEX, le New York Mercantile Exchange, alors que le Brent est échangé sur l'ICE, l'Intercontinental Exchange à Londres. La dernière définition, c'est celle de l'OPEP, et c'est presque la plus importante. Et pour vous l'expliquer, je vous ai trouvé une petite carte, et en plus comme ça va vous faire réviser votre géographie. Créée dans les années 60, cette organisation intergouvernementale avait pour but de s'opposer aux compagnies pétrolières qui imposaient le prix du pétrole aux pays exportateurs. Elle a donc pour rôle de négocier avec les sociétés pétrolières tout ce qui touche au prix du pétrole et aux droits de concession pour l'exploitation. L'OPEP compte 13 pays membres, en violet sur la carte: l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Congo, les Émirats Arabes Unis, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria et le Venezuela, ainsi que 10 pays associés non membres en orange sur la carte, mais faisant partie de l'OPEP+. L'Équateur, quant à lui, s'est retiré de l'OPEP au 1er janvier 2020. Les 13 pays de l'OPEP comptent à eux seuls environ 75% des réserves de pétrole trouvées à ce jour et comptent pour 40% de la production mondiale. Maintenant que vous avez vu ce qu'était l'OPEP et les pays qui la composent, on va rentrer dans une dimension un petit peu plus géopolitique et géostratégique du pétrole. Et pour ça, je vous ai préparé un tableau. Alors accrochez vos ceintures, on y va. À gauche, les pays de l'OPEP ayant le plus de ressources de pétrole, et à droite, les 10 pays qui produisent le plus de pétrole, et ces chiffres datent de 2018. Par souci de clarté, j'ai gardé le même code couleur que sur la carte précédente. Ce tableau met en avant plusieurs éléments. Le premier, c'est que les pays qui possèdent le plus de ressources ne sont pas forcément ceux qui produisent le plus. Si on prend en exemple le Venezuela, ceci est en partie lié à la difficulté d'extraction des ressources, mais aussi et surtout à la situation politique et sociale du pays. Deuxième élément, les principaux pays producteurs ne font pas tous partie de l'OPEP, ce qui réduit grandement les capacités de régulation de cette organisation. Le troisième et dernier point est un petit peu plus complexe et demande une analyse géopolitique de la situation au Moyen-Orient, alors accrochez-vous. Les États-Unis sont les principaux producteurs de pétrole et d'assez loin, ça c'est assez clair. Mais ce pays dispose d'une grande influence sur certains pays du Moyen-Orient, ce qui conforte encore plus sa position. En effet, militairement, les États-Unis sont alliés avec l'Arabie Saoudite et disposent de bases militaires aux Émirats Arabes Unis et au Koweït. L'Irak, une guerre au début des années 2000, une occupation de plus de 10 ans avec la main mise sur le gouvernement, vous voyez où je veux en venir. Et c'est pas fini.
Les Américains imposent des sanctions économiques à l'Iran, qui ont une répercussion significative sur leur économie, mais aussi à la Russie, chose que l'on sait peut-être un peu moins. Et voilà le tableau complet. Intéressant, non ? Bon, j'espère que je ne vous ai pas largué avec ce tableau, mais il est vrai que la question géostratégique du Moyen-Orient est un peu complexe et fera peut-être l'objet d'une vidéo plus tard. En ce qui concerne les sanctions contre l'Iran et la Russie, c'est aussi un petit peu plus complexe et je vous laisse des liens en description si vous voulez approfondir le sujet. Maintenant que vous avez ça en tête, revenons à notre prix du pétrole. Alors comment est-il fixé ? Eh bien, comme pour tous les produits, c'est une histoire d'offres et de demandes. Plus d'offres et moins de demandes, le prix baisse, plus de demandes et moins d'offres, et le prix augmente. Et c'est comme ça que l'OPEP fixe le prix du baril de pétrole. Les pays exportateurs et producteurs de pétrole ont besoin d'un certain prix pour que la production soit rentable. En effet, l'exploitation des ressources de pétrole est une industrie qui coûte énormément d'argent. À titre d'exemple, l'Arabie Saoudite a besoin d'un baril de pétrole à 80 $ pour que l'exploitation soit rentable. La Russie peut se contenter d'un prix de 50 $ alors que les États-Unis, un prix variant entre 25 et 50 $ est raisonnable pour eux. Et du coup, vous allez forcément me dire, ça c'est forcément bénéfique pour les États-Unis. Pas forcément. Une info que vous allez garder dans un coin de votre tête pour la suite, c'est qu'aux États-Unis, le pétrole est issu de la fracturation hydraulique du schiste. Alors, en plus des impacts environnementaux de cette technique, il y a aussi de lourds impacts financiers. En effet, c'est une exploitation qui coûte excessivement cher et les entreprises exploitantes sont endettées auprès des banques américaines. Revenons à notre prix du baril. L'Arabie Saoudite et la Russie ont un seuil de rentabilité avec un prix du baril plus élevé. Cependant, ce sont des pays qui ont des réserves financières et qui peuvent se permettre de jouer la guerre commerciale quant au prix du pétrole. Pour recontextualiser, en début d'année, les États-Unis en font qu'à leur tête et produisent en énorme quantité. Les pays de l'OPEP se réunissent mais n'ont pas d'influence sur les États-Unis. Jusque-là, la Russie et l'Arabie Saoudite s'étaient entendus sur une baisse de la production pour maintenir un prix du baril élevé. Mais en début d'année, ils se sont dit il n'y a pas de raison que ce soit nous qui faisons les efforts, et ils ont ouvert les vannes. Énormément de production, et ça juste avant la crise du coronavirus. Et donc énormément de production, énormément de pétrole sur le marché, un prix du baril qui chute drastiquement, qui atteint les 30 $. Pour l'instant, pas trop de panique aux États-Unis. Mais vous rajoutez là-dessus la crise du coronavirus et le petit épisode du prix du pétrole à moins de 0 €. Et là, ça commence à être un peu panique aux États-Unis. En effet, les entreprises exploitantes du pétrole aux États-Unis ne peuvent pas se permettre vraiment un baril en dessous de 25 $. C'est vital pour leur économie. Et si on regarde plus loin, si les entreprises qui exploitent le pétrole font faillite, elles ne pourront donc pas rembourser les emprunts monstrueux qu'ils ont faits auprès des banques. Donc, ces dernières ont aussi un risque élevé de faillite, et ce, entraînant une crise financière. Sans parler aussi d'une crise sociale, puisque les entreprises exploitant le pétrole représentent 10 millions d'emplois aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que le grand sauveur Donald a saisi son téléphone, a appelé son ami Vladimir, et aussi le prince d'Arabie Saoudite, et ils se sont mis d'accord pour une réduction de la production de pétrole. Une réduction qui, selon les économistes, ne sera sans doute pas suffisante. Petite info complémentaire, les États-Unis ont une autre arme qui pourrait être utilisée pour contrer les effets d'un prix du baril bas, c'est la planche à billets. Mais Donald Trump et globalement les Américains ne sont pas très enclins à subventionner des entreprises privées, ce n'est pas dans la mentalité américaine. Mais ils pourraient le faire et produire en grande quantité des billets, renflouer les caisses des entreprises exploitantes pour qu'elles puissent rembourser leurs emprunts. Maintenant, prenons un peu de recul et intéressons-nous aux autres pays producteurs de pétrole, ceux qui ne font pas partie des 3 premiers. Les plus petits pays exportateurs de pétrole, puisque là, il y a des choses à dire et des choses très importantes. Sur les 14 pays de l'OPEP, 7 sont des pays africains. Et ces pays dépendent majoritairement des recettes liées à l'exploitation du pétrole. À titre d'exemple, l'Algérie dépend à 90% du pétrole pour ses recettes d'exportation. On est à peu près sur les mêmes taux quand il s'agit de la Libye, du Nigeria ou encore de l'Angola. Et c'est là que ça peut être très dangereux. Comme le disait récemment notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, avec les cours actuels du pétrole, c'est 40% des recettes de ces pays qui partent en fumée. Les budgets sont réduits de 40% dans des pays dont la situation économique, politique et sociale n'est pas très stable. On peut voir que tout ça peut vite dégénérer en crise économique, en crise sociale, en crise politique
politique, et parfois même mener à des extrêmes de guerre civile ou de révolution. On n'en est pas encore là, mais les esprits les plus vicieux, et je dis ça d'une manière positive, les gens qui cherchent à aller un petit peu plus loin, verront en ce point un outil supplémentaire de déstabilisation entre les mains des grandes puissances. À réfléchir. Avant de passer à la revue de presse, on n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, de mettre un pouce bleu, de cliquer sur la cloche. Si vous êtes feignants, on va faire un deal. Ceux qui sont déjà abonnés mettent un pouce bleu, et ceux qui ne sont pas abonnés s'abonnent et mettront un pouce bleu plus tard. On passe donc à la revue de presse. Donc on se dirige vers l'Arabie Saoudite qui comporte 2 millions de kilomètres carrés pour 33 millions d'habitants. Elle occupe 80% de la péninsule arabique et a pour capitale Riyad. Alors on a vu dans le sujet principal que la crise avait des répercussions sur de nombreux pays, mais aussi du coup sur l'Arabie Saoudite. Il faut premièrement savoir qu'en Arabie Saoudite, 2/3 des habitants sont des fonctionnaires et dépendent du coup de l'État pour leur salaire. En 2018, l'Arabie Saoudite avait introduit une TVA à 5% et l'arrêt des prêts à taux zéro. Avant 2018, les Saoudiens ne connaissaient pas l'impôt. Pour contrer les effets de ces mesures, ils avaient créé une allocation du coût de la vie universelle pour tous les Saoudiens. En 2020, l'Arabie Saoudite va encore plus loin et triple la TVA et arrête cette fameuse allocation du coût de la vie pour les fonctionnaires, 2/3 des habitants du pays. Alors évidemment, dans ce pays où on ne peut pas dire qu'il y ait une franche démocratie, les Saoudiens ne manifestent pas mais commencent à se poser des questions. En effet, dans le même temps, l'Arabie Saoudite a investi des milliards d'euros dans les entreprises souffrant de la crise du coronavirus. 7,7 milliards d'euros très exactement. Alors elle a fait les soldes, quoi. Elle a investi 2 milliards d'euros dans la société Uber, 830 millions dans la société British Petroleum, 713 millions dans Facebook, 521 millions dans Boeing, 372 millions d'euros pour acheter le club de foot de Première Ligue Newcastle, mais aussi dans la chaîne hôtelière Marriott, dans le site de réservation Booking.com, dans les laboratoires Pfizer et aussi dans le croisiériste Carnival qui possède la société Costa Croisière. Ce qui pose question, c'est les investissements du prince saoudien dans la création d'une ville futuriste nommée Neom, qui va coûter la bagatelle de 500 milliards de dollars. Du coup, les Saoudiens s'interrogent, et de toute manière, ils ne peuvent faire que ça. Alors cette info nous emmène en Amazonie, et plus précisément dans la forêt amazonienne, que l'on peut apercevoir ici. Cette forêt s'étend sur plus de 500 millions d'hectares et sur 9 pays, le Brésil pour 63%, ainsi que la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Suriname, le Guyana et la France, et oui, à travers la Guyane. Alors on ne connaît que trop bien la forêt amazonienne pour de mauvaises raisons, déforestation, feux de forêt, orpaillage, et c'est sur ce dernier point que nous allons revenir. Le président brésilien Jair Bolsonaro souhaite, via une loi, autoriser l'exploitation minière sur les territoires indigènes. Il faut savoir que 10% du Brésil représente des réserves indiennes qui abritent plus de 400 ethnies. Alors bien sûr, l'article que vous trouverez en description de cette vidéo évoque l'impact environnemental de cette déforestation et de cette exploitation minière, mais moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est la deuxième partie de l'article qui évoque les conséquences sur les populations. C'est la représentante d'une de ces tribus, Alessandra Kurup Munduruku, qui, lors d'une réunion, a dit que la législation sur l'exploitation minière représenterait, je cite, « la mort de notre peuple ». Elle avance le fait que la législation amènera un grand nombre de personnes étrangères au sein des tribus qui sont habituées à une certaine autarcie et amènera avec elle la maladie, l'alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution, la violence et surtout les empoisonnements au mercure puisque le mercure est utilisé dans l'exploitation de l'or. Et c'est ce point qui a particulièrement retenu mon attention. On peut découvrir dans la suite de l'article que Eric Jenkins, qui est neurologue, livre les résultats d'une étude menée sur 112 Indiens, sur lesquels ont été effectués des prélèvements de cheveux. En effet, c'est dans nos cheveux que l'on retrouve les métaux lourds que l'on ingère, type le mercure, mais aussi les poisons. Et je conclurai donc cette info sur les mots d'Eric Jenkins, qui, je ne vous le cache pas, ne sont pas très joyeux. Dans le sang, ce métal, le mercure donc, ce métal lourd peut causer de graves déficiences cognitives et visuelles et entraîner des déformations chez le fœtus. C'est un génocide lent qui a lieu. Bon, je voulais pas vous laisser sur une info aussi triste et morose, donc on a une troisième info.
Pas de carte pour cette info puisqu'on se dirige vers les Pays-Bas, donc pas très loin de chez nous, où une entreprise a trouvé une nouvelle manière de fabriquer du plastique pour les bouteilles. C'est le Courrier International qui nous informe via The Observer qu'une société néerlandaise, la société Aventium, a mis au point des bouteilles en plastique créées à partir de plantes. Cette dernière se dégrade en 1 an si elle est mise dans un composteur. De grandes entreprises telles que Coca-Cola ou Danone ont déjà informé l'entreprise qu'elles étaient très intéressées par leur procédé. L'entreprise espère donc voir ces bouteilles dans nos rayons de supermarché d'ici 2023. Petit bémol, si cette bouteille en plastique se dégrade en 1 an dans un composteur, elle mettrait quand même quelques années de plus dans la nature, selon son PDG Tom von Aken. L'idéal selon lui étant tout de même de les recycler. Pour rappel, nos bouteilles actuelles mettent entre 100 et 1000 ans à se dégrader dans la nature et sont à l'origine de nombreuses microparticules de plastique dans nos océans. Ce serait donc quand même une grande avancée pour l'écologie. C'est donc sur cette info que notre vidéo touche à sa fin. Je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire pour me donner des idées de prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous, à bientôt.